5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Ils portent sur eux une infirmité qu'ils n'ont pas choisie et qui limite malheureusement leur pleine participation à la vie sociale, économique et culturelle. Et pourtant, cela ne devrait pas être le cas. Malgré les sensibilisations, la législation en vigueur, les personnes en situation de handicap ne sont pas toujours épanouies au Bénin. Le président de la République prend la mesure de la situation en prenant 5 décrets d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. C'est un ensemble de mesures qui visent à contribuer à créer une société plus inclusive où les personnes en situation de handicap auront la possibilité de développer leur plein potentiel, de réaliser leurs rêves et de participer activement à la construction d'un avenir meilleur. Ils ne marcheront plus jamais seuls, a-t-on envie de dire. Le parapluie étatique les protège. Désormais, nous évoquons aujourd'hui cet acte politique aux élans forts socio-humanistes. Et puis, vous avez pu le voir sur les images, l'accolade est amicale et l'étreinte fraternelle. On s'intéresse à ce rapprochement de plus en plus visible entre Patrice Talon et Ahmed Bola Tinubu, le nouveau président du Nigeria, en marge du sommet climat qui s'est déroulé à Paris. Les deux chefs d'État se sont rencontrés un tête-à-tête et de belles promesses, je crois, en l'Afrique. Et nous avons la nécessité de développer le continent. L'économie mondiale vacille et l'Afrique a été laissée pour compte. Nous devons travailler ensemble pour une reprise et une croissance systématique, a déclaré le nouvel homme fort du géant d'à côté. Cet afro-optimisme va-t-il vraiment transparaître dans les coopérations bilatérales sur le continent, plus encore avec le Bénin? Analyse à suivre. Et avant de s'envoler pour Paris, Patrice Talon a fait une escale à Abidjan pour rencontrer Alassane Dramane Ouattara. Les deux ont échangé sur, je cite, les préoccupations communes en ce qui concerne la sécurité dans la sous-région, les élections ainsi que la question du financement du développement. Fin de citation. On s'arrêtera sur cette entrevue pour en évoquer les enjeux pour le Bénin. Patrice Talon, qui, vous avez pu le voir donc, a profité d'une lucarne dans son agenda pour multiplier les rencontres. Et en interactualité, nous nous penchons sur la rébellion du groupe paramilitaire Wagner en Russie. Evgeny Prigojine, allié devenu intrigant, allié de Poutine devenu intrigant, a tenté un coup d'État avec ses hommes et a fini par se raviser sous la pression du Kremlin, sans doute sur fond de compromis, peut-être même de compromission, mais le feuilleton n'est peut-être pas terminé et on se demande quel pourrait être l'avenir de Wagner avec cet épisode qui écorche la toute-puissance du président russe, surtout que Wagner est fortement impliqué sur le continent africain, notamment au Mali et en Centrafrique. Autour de la table pour analyser, décortiquer, commenter toutes ces actualités, Francis Felojatade, bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous? Je vais très bien. Un plaisir de vous recevoir sur notre plateau une fois encore. Le plaisir partagé. Comme tous les lundis par ici sur la matinale de la télévision nationale. Alphonse Moïse Soudé, analyste politique, est également avec nous. Bonjour M. Soudé. Bonjour à vous Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous recevoir également. Et Dr Paul-Marie Wissou, théoricien de la gouvernance d'État. Merci docteur d'être une fois encore des nôtres. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Et le plaisir est toujours immense, messieurs, de vous avoir pour nous nourrir de votre science, de vos analyses on ne peut plus pertinentes. On démarre par le tout premier sujet, bien évidemment, ces mesures sociales initiées. Docteur, je reste avec vous, puisque vous êtes théoricien de la gouvernance d'État. Et certainement, dans la théorie de la gouvernance d'État, le social a une place prépondérante pour les populations. Absolument, je crois que c'est une bonne mesure d'assurer l'inclusion des personnes handicapées. Et je crois que ça fait suite à cette rencontre que le président a eue avec ces personnes il y a quelques mois. Je me souviens plus très bien du mois où il les a reçus dans son jardin. C'était à la veille du Nouvel An. Voilà, ils ont échangé. Et puis, bon, c'est une bonne chose que de prendre des mesures pour assurer l'inclusion de ces personnes dans la société, parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui excluent ces personnes dans la participation à la construction de la nation. Le fait simplement de l'handicap est psychologiquement quelque chose qui fait que nous avons souvent l'attitude de les classer comme citoyens de seconde zone. Et je suis convaincu que
ces mesures vont pouvoir faire quelque chose pour leur intégration totale dans la société seulement. Est-ce que cette mesure envers les personnes handicapées va créer une société plus inclusive? Quant à la société, moi je crois que la question reste posée parce que la politique mise en place depuis 2016 exclut beaucoup de monde qui sont même bien portants. Et donc, je crois qu'il y a encore du chemin à faire pour qu'on crée une société inclusive. Très bien. Francis Elouge Attadé, que pensez-vous de ces 5 décrets d'application pris par le président Patrice Talon? Entre autres, on parle des conditions spéciales d'accès au concours, texte de recrutement dans les emplois publics et privés. On parle bien sûr de la prise en charge par l'État, par exemple, de paiement des cotisations patronales dues par une entreprise qui emploie du personnel handicapé. En fait, une batterie de mesures prises par le chef de l'État pour renforcer l'intégration des personnes en situation de handicap dans notre pays. C'est des mesures hautement sociales, des mesures d'inclusion sociale. Et vous savez évidemment que vous avez évoqué le cas, par exemple, de la création d'une entreprise individuelle. Lorsque une personne en situation de handicap crée une entreprise, l'État apporte l'appui nécessaire. Et quand une société engage une personne en situation de handicap, dorénavant, l'État assure la charge patronale. Bon, donc il y a des mesures de facilité qui sont prises. En fait, il n'y a plus de discrimination pour l'accès au concours et à la fonction publique. Il y a même une majoration. Il y a une majoration par rapport à l'âge requis, donc de 5 ans. Il y a aussi un quota défini de 5% pour les effectifs. Donc, c'est des mesures hautement sociales qui donnent la preuve que le chef de l'État, au détour de l'entretien qu'il a eu avec les personnes handicapées, il a pris bonne note et il s'est suffisamment informé, il s'est entouré des experts puisque ça a été dans une approche participative que les différentes tests ont été élaborés. En fait, la loi date de 2017, c'est la loi 2017-06 du 29 septembre 2017. Les décrets d'application sont venus après l'entretien que le chef de l'État a eu avec les personnes en situation de handicap. Et je crois que c'était le 31 décembre, au détour de cette causerie, le chef de l'État a profité pour présenter ses vœux à la nation. Bon, maintenant, 6 mois après, je crois que les mesures sociales ont été actées. Désormais, les personnes dites handicapées ne sont plus des êtres entièrement à part, mais c'est des êtres à part entière. Désormais, vous savez que l'intelligence, le logiciel est le même. Donc, il peut compétir comme nous autres, il peut contribuer à l'économie nationale. Et c'est une mesure, en fait, qui fait du Bénin un pays dans lequel les droits sont respectés. Et au-delà de la batterie de mesures mises en œuvre, à travers les mesures sociales fortes, en fait, il y a 17 mesures, en fait, qui sont citées. Elles ne sont pas trop exhaustives. Mais dans l'application, il n'y a que nous devons contribuer à aider le gouvernement à atteindre les objectifs fixés à travers les 5 décrets d'application qui ont été pris à l'occasion du Conseil des ministres du 21 juin. Je voudrais évidemment souhaiter que le gouvernement crée des numéros verts pour que, en cas d'infraction, en cas de non-application, que les gens soient en capacité de communiquer pour qu'il y ait une plateforme qui recense en fait les plaintes éventuelles qui vont surgir dans la non-application des mesures qui ont été prises, des mesures gouvernementales. Vous savez que ces mesures aussi s'étendent au secteur privé. Ça veut dire que ce n'est pas une mesure uniquement pour le public. Et je souhaite vivement que tel le gouvernement l'a fait pour les agents de la fonction publique en décembre, que les mesures sociales actées rentrent en vigueur automatiquement. Et ça va permettre aux personnes handicapées de se sentir mieux à l'aise. Et puis des facilités pour l'importation de tout ce qui est équipement. Et puis les exonérations sur la TVA, sur les droits de douane. Bon, donc je crois qu'il y a une batterie de mesures sociales qui satisfont en fait les personnes handicapées. Vous avez suivi Bagedi, vous avez suivi aussi Raman Ouroubaré, qui est le président du CNPB. Donc je crois que dans l'ensemble, ils sont tous satisfaits et c'est la preuve évidemment que notre gouvernement est attentif
en fait, aux préoccupations de toutes les composantes de la société. D'accord. Alors, Alphonse Maurice Oudé, le chef de l'État, a joué sa partition en prenant ces décrets d'application qui permettent aux personnes handicapées de jouir pleinement de leurs droits. Mais une chose est de prendre ces mesures, ces décrets. Une chose également est de les faire respecter au quotidien par les agents mandatés pour. Oui, je crois que ces différentes mesures viennent corriger enfin une injustice dont sont victimes les personnes handicapées. Aujourd'hui, on a pris les mesures, une chose est de les prendre, une chose est de les faire appliquer. D'abord, il faut une certaine sensibilisation. Parce qu'on a pris les mesures, les personnes en situation de handicap sont contentes. Est-ce que ceux qui sont chargés d'appliquer ces mesures-là sont prêts à le faire? On a parlé des privés. Je crois qu'on a promis à accompagner les privés. J'aurais souhaité que ça ne soit pas sur papier, parce que c'est trop facile de promettre et de ne pas respecter après. Aujourd'hui, tout le monde est content. D'accord, mais est-ce que nous sommes tous prêts à aider à l'application? Parce que personne ne choisit de naître handicapé. Moi, j'ai fait l'école avec des personnes handicapées, j'ai vu ce qu'ils ont enduré. C'est compliqué. Dans certaines écoles que je connais, on a été obligé, les élèves handicapés sont restés dans la même salle jusqu'à la fin de leur cursus, parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'étage. Donc aujourd'hui, on a pris les mesures. Il faut que chaque ministère prenne ses responsabilités. Parce qu'il ne faut pas prendre les mesures et dire, bon, moi j'ai déjà joué mon rôle, c'est une amorce du hautement social. Mais il faut mettre en place peut-être des cellules de suivi. Dans chaque ministère, on en a. Et aussi, il faut avoir une rencontre avec le patronat du privé. Parce qu'il ne faut pas décréter qu'on va prendre en charge un certain nombre de choses et par la suite, on va se rendre compte que bon, c'était de la poudre aux yeux. Donc je voudrais que tous les Béninois, quelle que soit notre classe sociale, nous avons l'obligation de veiller à l'application de ces mesures-là. Ce n'est pas seulement l'État. L'État nous dira, je ne peux pas être dans toutes les maisons, je ne peux pas être dans toutes les entreprises, mais il faut que chaque personne puisse aider ces personnes-là. Parce que les personnes handicapées, c'est des personnes très intelligentes. Moi, j'ai fréquenté, et d'autres n'aiment pas qu'on ait pitié d'eux. Et je n'apprécie pas les personnes handicapées qui veulent qu'on ait pitié d'eux. Non. Parce que quand on a pitié de vous, on se moque de vous. Mais battez-vous. En dépit de votre handicap, je voudrais que les gens se battent et que les différentes structures qui représentent les personnes handicapées prennent leurs responsabilités pour prendre le chef de l'État au mot et prendre tous les ministères, tous les directeurs, parce que c'est pas bon. Il faut associer. Et c'est pourquoi je dis, si nous avons des communes, c'est pour ça. Il faut associer les 77 maires. Parce que dans toutes ces communes-là se trouvent des personnes handicapées. Dans toutes ces communes-là se trouvent des structures chargées de la formation de ces personnes. Donc, il faudrait que la sensibilisation soit nationale. Il ne faudrait pas qu'on dise, bon, nous on a pris les seins du CREI, il revient à chacun. Non, c'est pas ça. Parce que pendant longtemps, moi j'ai suivi sur des chaînes des personnes qui se sont plaintes parce qu'on leur a interdit l'accès au travail, ils n'ont pas pu participer à des concours. Non, il faut que désormais tout soit mis en œuvre pour que ces mesures soient respectées. Parce que dans notre pays, quand il n'y a pas de sanction, personne ne prend ses responsabilités. Absolument. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, on peut s'interroger aussi sur le gain politique de ces mesures. Certes, ce sont des mesures sociales prises par le gouvernement, par le chef de l'État. Ça a quand même aussi un gain politique. Oui, le gain politique, a priori, c'est que, on va dire, les personnes handicapées dans leur majorité, puis leurs parents et tout, ça va maintenant aller avec cœur-joie vers les partis qui supportent, qui soutiennent les actions du chef de l'État. Mais le gain politique n'est pas évident tout de suite parce qu'il a souligné un point très important, la mise en œuvre. La mise en œuvre, parce que la prise de décret est une chose, et comme nous le savons, le président de la République a de très très bonnes ambitions, a de très grandes, de très grands projets pour le Bénin. Mais écoutez, c'est dans la mise en œuvre qu'on constate qu'on marque les pas. Et on marque les pas. Et les choses ne se traduisent pas dans les faits comme ça se doit parce que justement la machine n'est pas
même vitesse. La machine de mise en œuvre, bien sûr, n'est pas à la même vitesse que les intentions, que l'ambition de faire. Et puis, les personnes handicapées sont sur toute l'étendue du territoire national. Et il va falloir alors avoir un mécanisme de surveillance ou de monitoring pour que on puisse voir les choses se faire de façon unanime sur toute l'étendue du territoire national. Donc, la prise de décret, c'est une chose, mais la mise en œuvre, c'est là que ça peut produire des gains politiques pour la classe dirigeante en ce moment. Mais on va rester un peu prudent dans la mise en œuvre, surtout parce que on connaît beaucoup de mesures qui ont été prises au plan national depuis que le président, des réformes et tout, qui sont en œuvre. Comment ça se traduit en fait et ça traîne parfois, ça n'entre pas effectivement en application. Un brin de scepticisme? Je reste sceptique, moi, je voudrais le constater depuis que j'analyse ici ce plateau, je reste sceptique parce que j'ai vécu au Bénin, quoi. Depuis les conférences nationales, j'ai vu les gens faire, et puis vous savez, le président de la République, lui peut-être est venu nouvellement sur sur la scène politique, mais la plupart des gens qui sont là et qui mettent en œuvre, on les connaît, on les a vus faire. Et donc, moi, je suis souvent sceptique. Je veux voir avant de croire dans la mise en œuvre, l'effectivité des choses et le succès que ça peut apporter pour les personnes handicapées, non seulement pour eux, mais pour leurs parents aussi, parce que c'est un soulagement pour tout le monde. Voilà, je reste sceptique, mais j'espère que ça va se faire avec un résultat qui bénéficie à tout le Bénin. D'accord. Francis Lejatali, vous êtes optimiste, sans doute? Mais je suis très optimiste. Je ne vois pas pourquoi le docteur a des doutes. Mais il aurait pu s'appeler Saint Thomas tout simplement, parce qu'il n'aurait pas pu être Paul-Marie Oussou. Non, c'est une grosse blague. Ceci étant, écoutez, il y a un décret portant création, attribution, composition et fonctionnement de la commission interministérielle chargée de la mise en œuvre. Je crois qu'il faut aller à l'accélération de la mise en œuvre des mesures et que la commission maintenant nous présente sa feuille de route. Au niveau des ministères, il y aura des points focaux. Et au niveau des structures d'État, il y aura des antennes, un peu comme M. Soudé l'a dit. Donc, on attend que la commission nationale chargée de la mise en œuvre des mesures sociales d'inclusion soit installée et que cette commission maintenant nous donne sa feuille de route, décline sa feuille de route. Et c'est en cette commission qu'on verra l'opérationnalisation de toutes les mesures qui ont été prises à l'occasion du conclave du 21 juillet. Donc moi, je nourris grand espoir. Je sais que le chef de l'État, je crois, si le 31 décembre, à la veille, ce n'était pas un 1er avril, sinon je disais que c'était un gros poisson d'avril, mais c'est quand même un 31 décembre, à l'orée de nouvelle année. Il a annoncé des mesures fortes et les mesures ont été actées à la fin pratiquement vers la fin du premier semestre de l'année. Ça veut dire que c'est un homme pragmatique quand il dit, il le fait. Je ne vois pas les mesures sociales en termes de gain politique. Non, c'est peut-être prématuré d'en parler. Le chef de l'État n'est pas là pour travailler pour un parti politique. Il a prêté serment pour servir la nation tout entière. Et il doit œuvrer, à moins qu'il veuille trahir son serment. Et en cas de parjure, il sait qu'il va subir les rigueurs de la loi, parce qu'il a prêté serment sur la Constitution, sur le document sensible, le texte de loi, en fait, la base normative, le texte, le fondement normatif. Donc, par conséquent, ce texte-là, c'est ça qui nous lie, c'est le contrat social, le contrat qui nous lie. Il n'a pas à trahir, il n'a pas à commettre un parjure. Donc, moi, j'ai l'espoir que ces mesures viennent de ce que le chef de l'État, au moment où il échangeait avec les personnes qui présentaient différents handicaps, parce qu'il y a l'handicap auditif et il y a l'handicap moteur. Donc, lui-même ne savait pas trop les difficultés. Et il y avait une jeune fille qui disait à l'époque qu'elle souhaiterait être aide-soignante parce que les personnes handicapées n'arrivent pas à communiquer, et qu'elle s'y connaît. Et c'est en cela que le chef d'État, quand il disait qu'il va accompagner les établissements qui forment pour l'éducation et la formation, il aura donc l'appui technique, il aura le matériel didactique, il aura des facilités pour accompagner. Je crois qu'il y a même une subvention annuelle pour l'aider. Je crois que c'est une volonté forte
Maintenant, j'attends que la commission nationale soit mise en place et que la commission décline sa feuille de route pour qu'on voit comment est-ce qu'on va opérationnaliser cette bonne vision, en fait, qui déjà a connu sa phase juridique, parce que les tests d'application viennent donner force à la loi. Puisque la loi existe, elle peut mourir dans les tiroirs. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste, hein, je suis optimiste, et je voudrais appeler le docteur Paul-Marie Oussou à œuvrer pour que nous puissions, en tant qu'éveilleurs de conscience, travailler à ce que la population entière soit regardant sur chaque acte qu'on posait dans ce sens, parce que les personnes handicapées, ils ne sont pas loin de nous. On peut être aujourd'hui en état physique normal et demain tomber handicapé. J'ai vu des gens qui étaient en pleine forme, mais que j'ai vu après amputés. Bon, en fait, mais il ne faut pas que quelqu'un a dit hier sur une chaîne que je crois au Danemark, les mesures étaient si bonnes que la nuit, il y en avait qui se cisaillent une jambe pour devenir handicapé, pour pouvoir bénéficier. Donc j'espère qu'on n'y a pas jusque-là. Il faut saluer les mesures sociales qui ont été prises par le gouvernement. Il faut veiller à ce que ces mesures connaissent vraiment leur phase d'application. Il faut que les citoyens fassent la veille pour que... C'est en cela que j'ai suggéré qu'on crée les numéros verts pour que, au cas où il y a des blocages, des groupes d'étranglement, que les gens puissent appeler pour qu'il y ait une structure qui accueille. Parce que la Commission nationale va devoir mettre en place cette structure pour recenser les plaintes. D'accord, très bien. Allez, on va boucler ce premier sujet. Je voudrais ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec le professeur. On a des raisons d'être sceptique. Je vais vous donner un exemple. On a promis dans ce pays aider l'enseignement privé. Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui l'État a donné un seul franc à une école privée. On est là depuis. On a fait voter la loi sur le bail. On dit il faut payer 3 mois. Allez voir ce que les gens endurent. On a mis des mesures en place par rapport à la vente du pain. On a réduit le pain. Allez dans les boulangeries. Moi, je suis un consommateur de pain. Allez voir ce qui se passe. Donc, on a des raisons d'être sceptique parce que c'est vrai qu'on prend de très bonnes mesures, mais dans l'application, dans le suivi de ces mesures-là, il n'y a personne. Tout le monde se tait. Les cadres même qui sont payés avec l'argent du contribuable béninois. Parfois, quand vous vous plaignez, on trouve que vous êtes trop lunatique. Mais nous sommes dans une société, il faut dénoncer. Même ces numéros verts-là, est-ce que ça va marcher? Je dis, c'est bon de prendre des mesures pour pouvoir soulager ses compatriotes, mais il faut les suivre. Parce que moi, j'ai compris dans ce pays que la seule chose qui marche, il faut sanctionner quelques personnes. Quand on sanctionne, écoutez, avec la police, rien n'a cessé. Beaucoup de choses ont repris. Et ont repris sur les voies. Il faut voir, parce que si vous prenez le tronçon de Cotonou, vous allez voir des choses sur la voie. Donc il faudrait qu'on prenne les dispositions pour que les mesures qui sont... Parce qu'il ne faudrait pas en fin de mandat, parce que le chef de l'État dit qu'il va être porté en triomphe. Et ça a un gain politique. Le cœur de cible, ce sont les parents de ces handicapés-là. Parce qu'à un moment donné, quand on va vouloir voter, parce qu'on a soulagé les peines de leurs enfants, systématiquement, là, ces parents vont trouver que le chef de l'État a bien fait et son dauphin va avoir le bénéfice des actions posées. Mais pour que cela arrive, il faut que les mesures prises, parce qu'on en a pris tellement qu'aujourd'hui, parfois, les Béninois sont dubitatifs. D'accord. J'espère que Francis va vivre. Je vais juste 30 secondes. Oui, 30 secondes. En fait, ce que M. Koïsodé dit ne manque pas de pertinence. Mais par rapport à l'assistance, à la subvention pour les établissements privés, c'est resté juste dans l'intention. Il n'y a pas une formalisation. Maintenant, vous avez évoqué d'autres cas où il faut faire le suivi. Je crois que peut-être on va suggérer que le BAI, le Bureau d'analyse et d'investigation, soit reformé, parce que le BAI avait sous sa tutelle, sous sa coupole, les unités présentaient le suivi. Et que si on faisait le vrai suivi, on voit des résultats à chaque niveau pour des mesures, des dispositions à prendre. Parce que ça doit aider à prendre des décisions. Et je crois que le palais nous écoute, ils vont trouver la structure qu'il faut pour faire un meilleur suivi de toutes les actions, les bonnes actions qui se mènent, de sorte que s'il y avait des couacs ou des dysfonctionnements, que ce soit relevé et que ce soit corrigé. Pour que, in fine, comme nous souhaitons tous, que le chef de l'État entre... soit porté en triomphe. Soit porté en triomphe et sorte en fait dans 2026 avec l'espoir d'avoir rendu service à la nation. Parce qu'il faut qu'il ait le cœur fier
d'avoir accompli son devoir et d'avoir aidé le Bénin à changer de cap. D'accord, très bien. Allez, comme je le disais, on va évoquer le second sujet, le deuxième sujet de ce forum de discussion. Je vous invite, messieurs, à regarder cette image qui en dit long sur ce que devient aujourd'hui les relations peut-être entre le Bénin et le Nigeria. Patrice Talon dans les bras tout joyeux donc de Ahmed Bola Tinubu, le tout nouveau président du Nigeria. L'étreinte est, semble-t-il, très fraternelle entre les deux hommes qui sont heureux. Patrice Talon, tout sourire dans les bras donc de Ahmed Bola Tinubu. Docteur Paul-Marie Ouessou, c'est une image assez évocatrice, n'est-ce pas? De l'émotion, pas plus que ça. Quand on veut interroger la sémiologie de l'image, sinon la scénographie presque donc de l'instant. Oui, bien sûr, l'image, c'est assez émotif. Il faut se rappeler que les deux hommes se connaissaient avant de devenir chacun président. Et donc, ça ne change pas grand-chose à la relation entre le Bénin et le Nigeria. Ok, c'est vrai, ça peut faciliter les choses, mais vous savez, moi j'ai vu un président nigérian très tourné vers les réformes au Nigeria, rendre le Nigeria plus compétitif, et tout de suite vous avez vu toutes les mesures prises pour limoger, pour faire ceci, et pour même la suspension de la mesure de subvention. Vous avez vu, il a bien dit que le contribuable nigérien ne doit pas, disons, faire des cadeaux aux pays limitrophes, dont le Bénin. Le Bénin, le Niger et le Cameroun. Il a évoqué les trois pays. Voilà, donc au-delà de cette émotion de personne à personne, les relations entre pays, c'est tout autre chose. Et quand on va y entrer, c'est bien, on aura bien sûr et des discussions à faire pour atteindre des objectifs. Cette ambiance qui existe déjà entre les deux personnalités, comme je l'ai dit, peut faciliter les choses, mais il ne faut pas oublier que les États, ce n'est pas les individus, et donc c'est toute une nation, et chacun a sa philosophie, ses ambitions, ses projections, même si je pense qu'effectivement, les deux doivent aller dans le sens de devenir, disons, des pays plus développés, plus indépendants. Sauf que nous, pour l'instant, nous sommes encore très dépendants comparé au Nigeria. Voilà. Alors, Alphonse Moïse Soudé, le fait que Patrice Talon et Ahmed Bola Tinubu se connaissent déjà par le passé avant que ces deux ne deviennent présidents, est-ce que ce n'est pas de nature forcément à aider à, renforcer la coopération entre les deux pays quand on sait que les deux pays sortent d'une relation assez tendue, voire même conflictuelle sous le magistère de Muhammadu Buhari? Non, il faut reconnaître qu'au Nigeria, le regroupement des opérateurs économiques a une force terrible là-bas, qui dépasse même l'autorité du président. Ce n'est pas question que Tinubu peut laisser passer si le regroupement des opérateurs économiques. C'est ce qui s'est passé sous Buhari. Quand ils ont le bout dit nos affaires sont compromises par ce qui se passe au Bénin, il y a des produits que nous interdisons qui viennent sur notre territoire. Quand ils ont mis la pression sur le gouvernement a pris des dispositions. Donc ce n'est pas question d'homme politique, c'est question d'opérateurs économiques. Est-ce qu'au Bénin, nous avons cette puissance au niveau des opérateurs économiques pour pouvoir tenir tête aux opérateurs économiques nigériens? Non, on n'en est pas. Il dit ce qui est interdit au Nigeria sera interdit au Bénin. Est-ce que ce qui est interdit au Nigeria, interdit au Bénin, arrange forcément les opérateurs économiques? Parce que là aussi, c'est vrai qu'ils se connaissent. Et Tinubu a été gouverneur de Lagos pendant longtemps et il a fait des réformes. Il est aussi opérateur économique. Mais où est son sourire? Moi, j'appelle ça un sourire sarcastique. Ce n'est pas forcément parce qu'il a donné une accolade de chef d'État, parce qu'il est du même parti que Buhari. Et vous savez que là-bas, les partis politiques ont une certaine puissance sur leur candidat. Donc je me dis, il faut que chacun fasse le sacrifice qui s'impose. Au moment important, forcément, les opérateurs économiques de ces deux pays-là doivent s'asseoir à la même table. Chacun doit pouvoir exprimer ce qu'ils souhaitent. Maintenant, si chez nous,
Nos opérateurs économiques, je ne sais pas si on en a encore, si nos opérateurs économiques n'ont pas la force de s'imposer face à leurs homologues du Nigeria, ça ne va rien en arranger. Mais il y a quand même eu de premières mesures qui semblent montrer la voie à au renforcement de cette coopération entre le Bénin et le Nigeria. L'ambiance a changé. Il y a eu l'ouverture totale des frontières, par exemple. En réalité, ce n'est pas seulement les Béninois qui perdaient, même les Nigériens perdaient. Donc aujourd'hui, on a ouvert la frontière. Ça, c'est une première démarche. Mais on attend la suite. Aujourd'hui, quand on a ouvert toutes les frontières semi-claquées, ça arrange les opérateurs économiques béninois comme nigériens. Donc, on va prier pour que désormais nos opérateurs économiques s'impliquent davantage. Parce que ce n'est pas le chef d'État qui fait les affaires. Il y a des gens qui font les affaires. Ceux qui font les importations et les exportations sont des opérateurs économiques. Moi, je voudrais les voir à l'œuvre. Ils n'ont qu'à mouiller le maillot. Parce que si on laisse tout entre les mains de l'État, écoutez, l'État ne va pas sur le terrain pour faire les affaires. C'est vous qui faites les affaires. C'est vous qui savez de quoi vous avez besoin. C'est vous qui connaissez les goulots d'étranglement qui se dressent sur votre parcours. Mais si les opérateurs économiques, moi, je n'entends plus parler du patronat, c'est parce qu'ils sont devenus. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités pour faciliter la tâche. Parce que ceux qui font partie de ces structures-là, ils paient leurs cotisations, ils payent des taxes. Il faut qu'en retour, qu'on prenne des mesures pour les accompagner dans leurs affaires. Sinon, le chef de l'État aura beau avoir toute la volonté possible, et Tinubu aura beau avoir toute la volonté possible. Si les premières personnes concernées ne prennent pas leurs responsabilités, on revenait ici pour dire les mêmes choses. D'accord. Alors, Francis Elo, je t'ai dit que vous inspire ce rapprochement entre Patrice Talon et Ahmed Bola Tinubu. Je crois que j'ai eu beaucoup de plaisir à voir les deux s'embrasser. Vous savez évidemment que ce n'est pas l'émotion simplement. Il est arrivé plusieurs fois à certains sommets que des chefs d'État soient méfiants l'un de l'autre et il a fallu la médiation de certains chefs d'État pour qu'ils puissent échanger quelques mots. Je vais citer le cas de Kérékou et de Tshisekedi. Il s'est passé quelque chose de très grave. Zessou, père à son âme, Émile Derlin a dû faire la médiation. Il a fallu Kadhafi pour que les deux puissent échanger, puisque Kérékou, à un moment donné, a dit que lui, il ne connaissait pas la République démocratique du Congo, que lui connaissait le Zaïre. Et que, est-ce qu'ils ont participé à un référendum avant de changer de nom? Et lui, il a parlé du Zaïre. Je crois que ça a dérangé un peu le président à l'époque. Et ça a failli créer un incident diplomatique. Et ces cas-là, ça arrive bien souvent. Vous savez que ce groupe, c'est avec un cas comme ça, où quand il a sorti le mot savoureux, dites-moi où est-ce que le communisme a réussi? Pas à Tirana, où la tyrannie tire à sa fin, où la Tirana, c'est l'Albanie. La délégation n'a pas dormi à Tirana. Donc ici, quand on les voit s'embrasser, déjà, il faut voir le contexte. C'est dans quel contexte? Dans ce contexte où ils sont allés à un sommet pour un pacte financier mondial. Et c'est de grandes ambitions annoncées, mais finalement pour de petits résultats. Parce que c'est à la fin, c'est en bas, c'est le 23, le vendredi, qu'ils se sont vus. Le sommet a eu lieu le 22-23. Et ils se sont vus, ils ont vu tout ce que, parce qu'ils ont condamné. Vous savez qu'à l'ouverture, Macron a prononcé quelque chose. Il dit qu'il n'est pas venu pour changer le système, mais pour le faire fonctionner. Et les présidents africains ont retorqué, parce que la gouvernance mondiale, c'est à leur dépens. Puisqu'ils s'appartiennent à des institutions. En fait, ils sont en fait segmentés par des institutions, perfusés par des institutions, qui sont nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui continuent d'avoir, en ces temps, ces États africains n'étaient que des colonies. Donc, il y a eu des petits problèmes, il y a des critiques acerbes. Ça veut dire qu'ils ont compris que l'Afrique doit s'unir. J'ai vu en fait des panafricanistes, des présidents panafricanistes qui ont l'amour de l'Afrique, se réunir pour dire, mais désormais, arrangeons-nous maintenant pour qu'en Afrique, nous puissions avoir une voie commune. Donc ça a été un pas décisif dans les sentiments qui les ont mis ensemble. Et je crois qu'à l'occasion, le président disait qu'il a même nommé un douanier qui va aider le Bénin dans les facilités. Puis nous avons la zone de libre-échange que nous sommes en train de mettre en place. Et il y a aussi la ZLECAf pour l'Afrique. Donc il y a plusieurs instruments qui sont en train d'être mis en œuvre pour faciliter les échanges entre les pays africains. Et puis le Nigeria a dit que dans sa diplomatie, le président nigérien a dit qu'il met l'accent sur la sécurité, la santé, l'énergie, l'éducation et la diplomatie. Et par la diplomatie, il donne priorité aux pays africains. Bon, vous comprenez bien que nous sommes tenus, comme nous sommes, il dit que le Bénin et le Nigeria sont des États voisins, nous sommes des jumeaux. Donc rien ne peut nous séparer. Donc ils ont eu des thèmes diplomatiques qui doivent avoir des effets sur les actions ultérieures qu'ils auront à mener pour pacifier les relations, pour améliorer la qualité des relations entre les deux États, puisqu'on en a besoin. Le Bénin a besoin autant du Nigeria que le Nigeria a besoin autant du Bénin. Bon, maintenant, entre deux chefs d'État, écoutez,
c'est déterminant, quelles que soient les pressions à l'interne. Mais si deux chefs d'État s'entendent, ils peuvent pacifier leur pays, parce que c'est eux qui impactent, c'est eux qui ont la charge de la gouvernance de leur pays. Il est à l'événement de Julie Nyerere et le Ougandais, Idi Amin Dada, des crises. Parce que l'autre a souhaité que Nyerere abritait les rebelles qui doivent le renverser. En Tanzanie. Alors, il dit non, écoutez, ce qu'on va faire, plutôt que j'affronte votre pays, il vaut mieux que vous veniez pour que nous, deux présidents, qu'on soit sur la ligne, qu'on se cogne. Vous savez que Idi Amin Dada est un boxeur, poids lourd. Alors, quand il a dit ça, je crois qu'il a compris. Il a expédié tous ceux qui venaient s'abriter chez lui et qui fomentaient, qui conspiraient pour renverser le pouvoir d'Idi Amin Dada. Donc, ça veut dire en fait que les chefs d'État, quand ils se rencontrent, ils échangent et les actes qu'ils posent, en fait, sont interprétés par les différentes communautés qui les observent. Ça veut dire que le Nigeria et le Bénin sont en train de mettre en place une dynamique qui est en cours et c'est renforcé par l'acte posé par le chef d'État béninois avant le sommet, c'est-à-dire la nomination à la tête de notre diplomatie de M. Bakary. Alors, oui, vous voulez réagir sur des propos de Francis? Oui, il a dit beaucoup de choses qui, me semble-t-il, les unes contradisant les autres. Oui, bien sûr, Nyerere a fini par aller faire bouter dehors Idi Amin Dada. Il ne faut pas oublier cela aussi. Non, parce que, oui, c'est lui qui l'a fait partie du Ouganda. Ce que j'évoque, c'est au cours de la crise. Mais ce n'est pas Nyerere, c'est la communauté internationale qui a fini par faire partie. Non. Nyerere a débarqué son armée en Ouganda. Il faut bien aller regarder l'histoire. Avec l'appui de la communauté internationale. Bien sûr, mais il faut avoir la volonté d'y aller. Maintenant, c'est ce que il faut avoir la volonté d'y aller, tout en faisant un peu comme profil bas, comme vous le dites. Mais ceci, c'est ce que je veux dire. C'est dire aussi que tout ce qu'il a dit, tout est circonstanciel du temps et du contexte. Tout est circonstanciel du temps et du contexte. C'est pas parce qu'ils se sont embrassés là-bas qu'il a dit, dès que les forces intérieures commencent à mettre la pression, je ne pense pas que, comment on appelle, l'intérêt d'un certain Dangote et d'autres opérateurs économiques en jeu par rapport au Bénin et comment on appelle, Tinubu va prendre le parti du Bénin. Écoutez, c'est une question de rapport de force d'abord, les États, et j'ai dit que cette ambiance peut faciliter les discussions. Mais au-delà des discussions, il y a les intérêts de chaque nation. Et ce n'est pas parce qu'on a nommé quelqu'un, on a fait ceci, que tout cela se produit. Il y a beaucoup de savoir. On va permettre à Alphonse. Est-ce que mon pays, du point de vue économique, met dans la cagnotte? C'est ça la réalité. Quand nous voulons faire des négociations avec le Niger, qu'est-ce que nous mettons dans la cagnotte, à part ce que nous achetons à l'extérieur, que nous allons revendre au Niger? Qu'est-ce que nous mettons dans la cagnotte? Parce que les opérateurs économiques nigérians sont très organisés. C'est une haute mafia là-bas. Et leurs intérêts, c'est capital. Quand ils veulent sauvegarder leurs intérêts, ils sont prêts à tout. Mais nous, c'est pourquoi j'ai dit, il faudrait que nous sommes sur le terrain économique. Alors, il y a eu par le passé l'homme d'affaires Aliko Dangote qui a tenu des propos sur le Bénin, des propos regrettables, sans doute, où il dit quand même à un grand sommet qu'aucun pays au monde ne peut se développer en ayant comme voisin le Bénin. Donc, on sait également le rapprochement qu'il y a les relations. Tout le monde a les relations plutôt fraternelles qu'il y a entre Aliko Dangote et vous avez de l'argent, vous êtes un grand opérateur économique, plus vous devenez arrogant. Donc moi, ces propos-là, je laisse ça. Mais je dis au Bénin, il faudrait que les opérateurs économiques, parce que nous parlons d'économie, entre deux États, le Nigeria c'est un autre puissant voisin, il faudrait que les opérateurs économiques béninois s'organisent. Moi c'est ce que je demande. Il faut qu'ils s'organisent pour que, entre opérateurs, ils puissent s'asseoir autour d'une même table et chacun met sur la table ce qu'il propose. Oui, tout ce que nous disons doit être contextualisé. J'ai dit qu'en fait, le contexte du sommet sur le pacte financier mondial a éveillé des consciences. Vous savez évidemment qu'ils étaient allés pour deux questions essentielles. La question du climatique et la question de l'allègement des dettes, en fait, comment soulager les prêts et faciliter les prêts à des taux bonifiés pratiquement, pour que les États africains qui ont une économie vulnérable, qui ont subi les affres des pandémies, des catastrophes naturelles, puissent avoir la possibilité de faire face non seulement à leurs problèmes internes, mais aussi financer le défi climatique, en fait la transition climatique. Or, grosse annonce, ce qu'on a gagné là-bas, c'est les 100 milliards de dollars là, qui sont mobilisés, mais qui sont encore prêtés. Donc finalement, il n'y a pas d'aide. Et la question climatique reste tout entière
La question de l'endettement, c'est la question de la Zambie seulement qui a été plus ou moins abordée, mais pas avec des précisions, plus des détails encore à apporter. Donc, j'ai dit, mais par rapport à ça, les États africains, les pays présidents, les dirigeants africains ont pris conscience de ce qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour affronter ce ordre international qui leur les dessert. Sida n'a aucun intérêt à libérer l'Afrique. Bon, maintenant, c'est que par rapport aux chefs d'État béninois et nigérians, le président Talon a dit qu'il s'engage dans la coopération avec le Nigeria sur 2 axes qui l'intéressent, la sécurité et l'économie. Ça veut dire évidemment que nous savons que nos opérateurs économiques savent bien les besoins du Nigeria. Je crois qu'il fut un temps sous Kédekou, on a mis l'accent sur la production du manioc qui était sollicité âprement par les Nigériens. Donc moi je trouve évidemment que l'agro-industrie, il y a des efforts qui se font du point de vue du développement de l'agriculture, parce que la réexportation qui faisait des frais, qui nous permettait d'avoir des dividendes sur les recettes fiscales. Aujourd'hui, je crois que le Nigeria a dit que depuis le commerce de la réexportation, qu'il faut que le Bénin produise pour qu'il achète, parce qu'il y a un vaste marché. Et je crois que l'accent est mis depuis 2016 sur la diversification de la production. Juste un mot pour dire à Francis. Lui et moi, on a partagé un plateau la semaine dernière, juste avant le sommet à Paris. Et il était très optimiste. Et nous avons dit que ce sommet accoucherait d'une souris. Et je suis heureux aujourd'hui qu'il constate. On n'est pas là. Non, je suis heureux aujourd'hui. Un plateau dans la semaine qui va s'intéresser. Non, ce n'est pas ça. Je suis heureux qu'il constate aujourd'hui. Non, ce qu'il a dit. D'accord, monsieur, je propose, s'il vous plaît. Il y a ce qui est dit et la réalité. Je vais vous donner un exemple. Au Bénin, quand Toundé a commencé par produire le riz Nirika, c'est devenu quoi? Même les hommes politiques, même les opérateurs communaux ne consommaient pas ça. Donc, et ça fait flop. Donc, je dis que le Nigeria n'accepterait plus qu'on aille chercher le riz indien ou même pakistanais pour son pays. Il faut produire le riz au Bénin. Ce que j'ai dit, c'est qu'il a dit que ce sommet offre la possibilité d'un dialogue franc et sincère. Mais est-ce que le dialogue a été franc et sincère? Ça a été franc. Alors, monsieur, on va faire, si vous permettez, un petit break, le temps donc de lire les avis des internautes qui participent eux aussi de leur position au débat matinal, au forum de discussion. Et vous, que vous inspire le rapprochement entre le chef de l'État béninois Patrice Talon et le président nigérien Ahmed Bola Tinubu, qui semble plus ouvert à la coopération entre les deux pays? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes. Stan, bonjour. Bonjour Rodrigue Eman Amégan, bonjour à chacun et à tous. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous retrouver. Le plaisir partagé. Est-ce que le débat est tout aussi houleux sur la toile que sur le plateau ici? Bien sûr, parce que vous savez très bien ce rapprochement, on dirait que c'était très attendu de nos amis internautes. Ils saluent d'ailleurs ce rapprochement entre Bola Tinubu et le président Patrice Talon du Bénin. Pour eux, il faudrait qu'il y ait des actes concrets afin que les deux pays jouissent de ce rapprochement. Et c'est ce que nous allons voir à travers les commentaires que vous avez dûment sélectionnés pour nous. Exactement. Et nous retrouvons tout de suite sur notre page Facebook Abdou Fatah Yakoubou qui écrit « Bonjour le plateau, c'est déjà une très bonne nouvelle, ce rapprochement des deux chefs d'État. Quoi qu'on dise, le Bénin a besoin du Nigeria et vice-versa. Donc, nous saluons ce rapprochement et que des décisions soient prises pour le bonheur des deux pays », écrit notre ami qui nous a laissé le premier message. Nicolas Ahandé affirme « C'est une très bonne chose. Les Béninois espèrent les retombées de cette nouvelle coopération en vue. » Et nous retrouvons Blaise Goussi qui s'en réjouit aussi. Bonjour le plateau, dit-il. Le rapprochement des présidents Talon et Bola est nécessaire pour l'économie béninoise. Souhaitons que cela soit une bonne et franche collaboration pour le bonheur de la population béninoise. Pour Germain Relouk, c'est un rapprochement à féliciter, à encourager surtout, mais reste à savoir ce qui se cache derrière ce tate. Thierry Kapoutichi rassure et assure, le monde est en perpétuelle mutation et pour se développer, aucune nation ne peut vivre en autarcie. C'est pourquoi il est nécessaire de coopérer avec les pays qui sont autour de nous. Donc, la relation entre le Bénin et le Nigeria vient à point nommé. Elle permettra aux deux pays d'échanger sur plusieurs plans, surtout que le Nigeria, le géant de l'Est comme on l'appelle, offrira à notre cher pays un grand marché pour exporter et vendre nos divers produits sur le marché nigérien, ce qui va rapporter à notre cher pays, le Bénin, pense
Thierry Kapo-Chichi. Noé Pédé abonde dans le même sens. Selon lui, le rapprochement entre le président béninois Patrice Talon et le président nigérien Bola Ahmed Tinubu est un événement significatif dans les relations entre ces deux pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Les deux dirigeants ont une longue histoire de collaboration dans le domaine des affaires et de la politique, estime notre ami Noé Pédé, qui poursuit ce rapprochement pourrait avoir des implications importantes pour la coopération économique et politique entre les deux pays. En effet, une coopération renforcée entre le Bénin et le Nigeria pourrait contribuer à la stimulation de la croissance économique. Cela pourrait aussi contribuer au renforcement de la stabilité dans la région. Cependant, il reste à voir comment cette relation évoluera et quelles seront les conséquences concrètes pour les deux pays et pour la région dans son ensemble. Bokor Roland Caliste a aussi son avis sur la question. Il affirme: personne n'ignore que la population nigériane est un marché sérieux pour les opportunités d'affaires. Les deux pays ont beaucoup à gagner de ce rapprochement, dit-il. Néanmoins, je suis tenté de mettre cela à l'actif de notre nouveau ministre des Affaires étrangères. Il faudra que ce TAT se concrétise à travers des partenariats et des projets régionaux, sans oublier la question de la monnaie commune, insiste notre ami Roland Bokor-Caliste. Merci beaucoup à vous, Stan. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. On se retrouve très très prochainement par ici. Très bonne journée du lundi à vous. Merci, pareil. Et on revient sur le plateau pour boucler sur ce sujet. On va évoquer ces mots du président nigérien Ahmed Bola Tinubu. Il dit ceci, je cite: « Je crois en Afrique, nous avons la nécessité de développer le continent. L'économie mondiale vacille et l'Afrique a été laissée pour compte. En ce qui concerne les facteurs de risque, l'Afrique est toujours placée en tête avec des taux d'intérêt plus élevés sur les emprunts. Nous sommes toujours classés comme à haut risque et nous devons donc travailler ensemble pour une reprise et une croissance systématique. » C'est donc clairement, docteur, ce sera vraiment en 30 secondes, une volonté manifeste de mettre en branle un afro-optimisme, un afro-optimisme qui va contribuer au développement du continent. Oui, absolument. Et moi, je voudrais croire que les chefs d'État, comme il l'a dit, qui se sont retrouvés là-bas, aient cette conscience-là. Parce que, bon, nous allons arriver tout à l'heure à un sujet, je vais vous dire que les chefs de l'État, beaucoup de chefs d'État africains n'ont pas cette conscience-là. Et c'est ça qui fait le problème de l'Afrique. Parce que, comme vous le savez, il y a toujours deux pensées qui animent la vie politique et économique de l'Afrique. Les deux pensées, c'est Casablanca et c'est l'autre, Monrovia, je crois, au Libéria, dans le temps. Les deux réunions qui ont généré l'Afrique, le panafricanisme au plan politique, c'est ces deux pensées-là qui animent tout le temps le continent. Ceux qui veulent ou ceux qui pensent que l'Afrique ne peut pas se développer, il faut que l'Afrique soit aidée par les Occidentaux, et ceux qui pensent que l'Afrique peut se développer et aller par elle-même vers un développement. C'est ça qui anime la vie de l'Afrique, autant au niveau de la pensée qu'au niveau des actions depuis les indépendances. Très bien. Alors, Alphonse Moïse-Souli, avec vous, on va évoquer ce déplacement du chef de l'État, Patrice Talon, du côté d'Abidjan, parce qu'avant de s'envoler pour Paris, il a d'abord fait une escale à Abidjan chez Alassane Dramane Ouattara, où il a été question, bien sûr, je cite, de préoccupations communes en ce qui concerne la sécurité dans la sous-région. Il a été question d'élections et il a aussi été question de financement du développement. Mais oui, question de sécurité, c'est le djihadisme. Tous les pays africains, surtout de la sous-région, ont un intérêt à unir leurs forces pour lutter contre ce mouvement-là. Mais quand on parle d'élections, Ouattara est mal placé pour nous parler d'élections en Afrique, très mal placé. On a vu comment il a forcé le troisième mandat. Donc il y a des sujets sur lesquels... Enfin, on peut dire... Il y a des sujets sur lesquels je ne souhaiterais pas que un certain nombre de présidents donnent leur avis, parce qu'on a vu... Il y a l'éducation par l'exemple. Quand vous n'avez pas été bien élu, n'allez pas donner des conseils. Donc je crois que c'est normal que des présidents se concertent, parce qu'on a dit qu'ils doivent se concerter pour parler le même langage à Paris. C'est normal, hein? Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire n'est pas un petit morceau, c'est un gros morceau avec lequel on est obligé de composer. On appelle la locomotive. Donc on est obligé de composer, et le chef de l'État béninois a bien fait d'aller discuter
d'égal à égal avec le président ivoirien pour que les vues soient harmonisées avant qu'on aille à Paris. Alors, Francis? Je crois que c'est la diplomatie qui est en marche parce que c'est la relation de coopération entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Vous savez que je ne veux pas m'attaquer au troisième mandat du président Ouattara, mais je voulais faire constater évidemment que dans le cadre de la préparation du sommet sur le pacte financier mondial, il était normal qu'il y ait des concertations entre les chefs d'État pour qu'ils aient une ligne commune à défendre à la plénière, mais aussi au niveau des panels qui seront, les tables rondes qui seront organisées. Là, ils seront les points de vue qui pourront faire valoir pour pouvoir porter la voix de l'Afrique. Et c'est en cela que le déplacement du chef de l'État en Côte d'Ivoire a un sens. Puisqu'il a dit évidemment qu'il est venu voir son grand frère pour qu'il discute des questions de sécurité, des questions liées aux élections qui s'annoncent dans la sous-région, parce que vous savez que le Sénégal, en 2024, bientôt va inaugurer le bal, et des questions liées au financement du développement, parce qu'ils sont à la veille d'un grand sommet qui va s'ouvrir à Paris. Et les deux ont échangé, je crois que Ouattara l'appelle son jeune frère. Donc, grand frère et jeune frère se sont vus pour échanger sur les questions de l'Afrique, pour avoir une ligne directrice avant d'aller à Paris. Je crois que c'est salutaire. La question de la dégradation sécuritaire qui prend de l'ampleur non seulement dans le Sahel et dans les États côtiers d'Afrique demeure une préoccupation parce que ce n'est pas que le djihadisme. Vous avez suivi ici une tournée dont le compte rendu a été fait sur votre plateau par Ozias Sounouvou. Donc ces individus armés ne sont pas forcément des djihadistes. Il y a des petits voyous, des bandes organisées qui s'y mêlent. Donc, il y a du banditisme. Parce que le terrain est fertile. Oui, c'est ça. Donc il est normal qu'ils puissent se concentrer chaque fois sur la question sécuritaire pour voir quelles sont les dispositions nouvelles qu'il faut prendre parce que c'est chaque jour qui passe qui donne ces nouvelles. Parce qu'on ne savait pas, on croyait toujours au djihadisme. On croyait que c'était toujours les éléments qui ont quitté la Libye, et c'est Al-Qaïda et ses ramifications qui continuent d'alimenter le terrorisme. Or, des bandes organisées s'y mêlent et commettent des crimes gratuits. Organisés. Oui, des crimes organisés. D'accord. Oui. Alors, donc, c'est normal que cette question soit une question importante. Et puis, l'Afrique doit pouvoir trouver les formules idoines pour conduire pacifiquement les élections qui s'annoncent afin que la stabilité soit préservée au niveau de notre zone. C'est vrai qu'au niveau de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire reste une locomotive et je crois que le chef d'État béninois l'a bien dit et l'a signalé. C'est en cela que, qu'on le veuille ou non, nous sommes tenus d'aller nous mettre aux côtés de la Côte d'Ivoire pour que nous ayons la même voix à porter pour l'Afrique. D'accord. Paul-Marie Ouessou, Patrice Talon a rencontré Ouattara, il a rencontré Tinubu, il est allé à un sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Il était tout récemment à l'investiture du nouveau président nigérian. On a vu qu'il a beaucoup d'activités diplomatiques ces dernières semaines-ci. Oui, moi, je voudrais demander si c'est vraiment la question de sécurité qui l'amène vers la Côte d'Ivoire ou la question des élections qui l'amène vers la Côte d'Ivoire, parce que vous savez... La Côte d'Ivoire, tout comme le Bénin, fait face à des incursions d'hommes armés sur son territoire. On se souvient encore de la sanglante attaque de Grand Bassam, qui est encore dans les mémoires. Oui, mais ça, c'est une victime. C'est l'expérience en matière de lutte contre le terrorisme, c'est le Nigeria. Si on parlait du Nigeria, j'allais comprendre. L'expérience en termes de lutte contre les bandes terroristes ou voyous, n'importe quoi, c'est le Nigeria, c'est encore le Nigeria. C'est pourquoi moi j'étais étonné déjà, vous vous rappelez quand on avait parlé du Rwanda ici, qu'on aille chercher au Rwanda des soutiens pour la question sécuritaire. Je crois que le chef de l'État est libre de faire ses voyages vers tel ou tel autre pays, c'est son choix. Mais sur les questions, sur un certain nombre de questions, nous sommes quand même appelés à éclairer les uns les autres sur la réalité des choses, la sécurité aujourd'hui, la lutte contre
les djihadistes aujourd'hui, je pense que le Nigeria apporterait beaucoup plus que la Côte d'Ivoire. Je pense aussi que la toute petite expérience que le Mali, que le Burkina, que ces pays-là ont, je pense que ça aussi peut apporter beaucoup de choses là. Et surtout que en matière de sécurité, nous partageons des frontières avec le Burkina et le Nigeria. Et donc, je pense qu'on peut plus discuter ces questions-là avec ces gens que d'aller en Côte d'Ivoire. Il y a quand même aussi il y a des initiatives sous-régionales, notamment l'initiative d'Accra qui réunit entre autres les pays côtiers. Donc, parmi les pays côtiers, on retrouve la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un ensemble de pays qui se retrouvent pour faire face à un ennemi comme finalement. Bon, pas de problème, non? Mais n'oubliez pas que de plus en plus, on parle de compétences. De compétences. Et les compétences sont vraiment dans les pays dont moi je viens de parler. D'accord. Et maintenant, quant à la question d'aller discuter, afin d'avoir une position commune sur le pacte financier mondial, moi ça me surprend, hein, parce que je ne sais pas si la Côte d'Ivoire peut avoir une position commune avec l'Afrique qu'il a décrite tout à l'heure, hein, sur cette question-là, parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, depuis Houphouët, c'est le prix carré. C'est le prix carré. On dirait le pays qui défend les intérêts de la France en Afrique. Et on ne peut pas s'en cacher. Depuis Houphouët, passant par Bédié, Gueye, ça fait un peu seulement de temps. Il y a la plage, comment il s'appelle maintenant, Gbagbo, qui n'a pas beaucoup duré, mais qui était un peu en train de changer les choses. Mais on est passé encore à ce précaré-là. Et je ne sais pas si vraiment une position peut être faite avec la Côte d'Ivoire sur cette question pour l'Afrique. Je ne suis pas très convaincu de cela, mais aussi il est important de souligner que vraiment pour finir. Oui, il est important aussi. Il y a un tout dernier sujet important aussi à aborder. D'accord, passons là aussi. On fait des sujets. On va pas finir que de poisson. Je vous permets de conclure d'aller au bout de votre réflexion. Ok, d'accord. Donc, il est important de souligner que, comme je l'ai dit, Monrovia et Casablanca, les deux réunions qui ont généré la pensée politique en Afrique, là, il est important qu'on sache que de cette pensée, ces deux pensées politiques, la Côte d'Ivoire, depuis jusque-là, a joué le rôle de ceux qui sont pour, comment dirais-je, la France et les pays occidentaux, et contre les nationalistes africains. Et dans ces conditions, je ne dis pas qu'il ne faut pas fréquenter la Côte d'Ivoire, qu'il ne faut pas parler à la Côte d'Ivoire, qu'il ne faut pas discuter avec la Côte d'Ivoire, mais je ne pense pas que la pensée politique, économique ivoirienne peut structurer. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire en tant que nation, en tant que peuple, mais je parle de la Côte d'Ivoire en tant que classe politique. Je ne pense pas qu'elle peut structurer notre marche vers l'avant. Et parler de la Côte d'Ivoire comme locomotive, c'est penser que la Côte d'Ivoire est tellement développée, alors que, bon, écoutez, dans les 10 premiers pays les plus riches de l'Afrique, la Côte d'Ivoire n'y figure pas. D'accord, très bien. C'est votre avis. L'avis du docteur Paul-Marie Ouessou. Très bien. On en vient à présent au tout dernier sujet qui nous réunit sur le forum de discussion de ce lundi matin. Evgeny Prigojine, c'est un nom qui a fait exploser les moteurs de recherche le week-end parce qu'il n'était pas vraiment connu du grand public. On a commencé par entendre son nom tout récemment ou tout dernièrement quand il y a eu évidemment cette tentative de coup de force pour prendre le contrôle de l'appareil militaire russe qui est coupable selon lui donc d'avoir attaqué une position de Wagner en Ukraine et la veille, plus globalement, de ne pas leur fournir le soutien logistique nécessaire. Et c'est bien sûr le patron donc, de ce groupe paramilitaire Wagner qui expliquait alors qu'il n'hésiterait pas à utiliser ses 50 000 hommes pour détruire tout ce qui serait obstacle à son passage. C'est moins de ce conflit interne à la Russie qu'on parle aujourd'hui que justement de cette manœuvre de Prigojine qui remet en question aujourd'hui, mais qui remet au goût du jour la question, la problématique de la présence du groupe paramilitaire Wagner dans certains pays africains, notamment le Mali et la Centrafrique. On se demande, après cette parenthèse, ce feuilleton
qui a eu lieu donc, dans le week-end du côté de la Russie, quel peut être l'avenir de Wagner en Afrique? Non, mais avant ça, c'est qu'il faut dire que la réaction de Prigojine est venue en désespoir de cause, puisque au moment où il y a eu cette attaque au niveau de Bakhmout, il a demandé qu'on lui apporte des munitions et une autre assistance. Je crois que le ministère de la Défense et cet Amazon n'ont pas été diligents. Et je crois qu'il a notifié à Poutine. Mais il n'y a pas eu la réaction qui doit suivre. Je crois que c'est un mécontentement qui a grandi et qui a occasionné ce qu'on a vu. Et il semble qu'ils auraient trouvé un compromis. Je crois que... Pour qu'il puisse aller rester en Biélorussie. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc il est parti en Biélorussie. Je crois qu'il y a le ministre de la Défense et le chef d'état-major qui seront peut-être sautés d'ici à là parce que c'est un compromis. En fait, c'est en fait une compromission, puisqu'on ne finit pas de gérer avec les mercenaires. Mais... en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des déballages, parce que vous avez suivi un peu les déballages du patron de Wagner. Ça veut dire que la Russie n'est pas la meilleure solution. C'est une solution, mais ce n'est pas la meilleure. Ça veut dire qu'il y a des contrats économiques, des contrats qui se signent avec les États, et il y a une option qui est faite d'effacer, de contrer l'avancée de certaines puissances. Je ne vais pas nommer sur ce plateau. Donc, c'est des missions qui sont bien huilées, bien préparées. Donc ce n'est pas pour aider forcément les Africains. C'est une guerre froide qui apparemment a pris fin en 1991, qui est en train de renaître sur ses cendres, mais avec d'autres stratégies plus fines. Donc il y a un dispositif qui est mis en place depuis le Kremlin pour organiser, orchestrer ça. Maintenant, vous savez que si Wagner entrait en désaccord total avec Poutine, ses jours seront comptés. Donc, vous pensez? Je vous dis parce qu'en fait, la guerre, par exemple, en Ukraine, ne date pas du 22 février, du 24 février. La guerre date du 2014. Je crois que les Ukrainiens ont été assez clairs. Bon, donc, si c'est 2014, et que vous avez vu que même avant la fin, avant l'effondrement de l'Union soviétique, les Américains finançaient déjà les services de renseignement qui travaillaient, les Ukrainiens qui travaillaient, par exemple, pour déstabiliser le grand ensemble, les 15 États. La Fédération de Russie. Donc, c'était un truc monté depuis et qui n'a pas pu atteindre les objectifs. Maintenant, on a remis la machine en marche. Bon, maintenant, je crois que Poutine, lui, tout ce qu'il veut, c'est que l'Ukraine accepte de ne pas aller dans l'OTAN et que les garde-fous soient mis et que l'Occident baisse les armes. Et n'alimente plus l'Ukraine et puis la guerre est terminée. Alors, avec ce qui s'est passé en Russie, on se pose éventuellement beaucoup de questions sur ces contrats entre les États africains, certains États africains et le groupe paramilitaire Wagner. On parle par exemple d'une exploitation diamantifère du côté de la Centrafrique où il y a encore un flou artistique autour. On parle de tout ce qui se fait du côté du Mali sans qu'on n'ait pas vraiment tous les détails. Est-ce que vous pensez qu'avec ce que Prigojine nous a montré ce week-end où il a défié l'autorité presque de Vladimir Poutine, on a des raisons de s'inquiéter pour ces pays-là? Non. Mais là, vraiment, ce sera vraiment en 30 secondes. Vraiment 30 secondes, oui. Non, on n'a pas raison de craindre pour ces pays parce que Wagner n'appartient pas à Prigojine. Wagner, c'est une création de Poutine. Et il faut se rappeler cela. Et comment on appelle la rébellion organisée ne visait pas Poutine. Hein. Il y a un ancien membre de Wagner qui a expliqué que Prigojine n'irait pas du tout jusqu'à attaquer Poutine. Mais il voulait, c'était un conflit entre lui et le ministère de la Défense et le chef d'état-major des armées. Et il voulait que le président fasse de sorte que ces deux-là soient remplacés. Mais il faut se rappeler que Wagner est une force puissante et plus puissante aujourd'hui que l'armée russe. Oui, bien sûr. En dehors du fait que l'armée russe possède encore les nucléaires, les têtes nucléaires, un certain nombre de choses. Mais en termes de combat sur le terrain,
Ils l'ont montré à Bakhmoud. D'accord. Et ils l'ont montré sur plusieurs théâtres. Alors, est-ce que Poutine va s'en arrêter là avec justement un allié devenu finalement intriguant? Il vient de défier son autorité. Poutine doit-il s'inquiéter? Est-ce qu'il ne va pas chercher à évidemment mettre fin en même temps En réalité, Wagner n'a pas de conflit avec Poutine, mais ils savent de qui ils ont besoin. Il a de ces deux personnalités-là qu'il faut dégager. Wagner, est-ce que Poutine va accepter de se débarrasser de son lieutenant, visiblement devenu encombrant? Mais, non, il ne va pas se débarrasser de lui, parce que Wagner en Afrique, ce n'est pas seulement pour protéger les Africains, c'est une exploitation économique. Comme vous voyez, on ne les paye pas en numéraire, mais on leur donne la possibilité d'exploiter nos ressources. Donc, Poutine en profite. Et aujourd'hui, quand vous suivez un peu le mode de recrutement des mercenaires, c'est dangereux. Donc, Poutine est en train de vouloir... c'est un défi que Poutine lance à l'Occident, parce que pendant longtemps, c'est l'Occident qui a géré les ressources minières de l'Afrique. Aujourd'hui, Poutine passe par Wagner pour dire, je signe le contrat, vous me permettez d'exploiter vos ressources et je lutte avec vous. Très bien. Merci beaucoup à vous, Alphonse Moïse. On va suivre cette situation de très près. On s'imagine que ce n'est qu'un premier épisode d'un feuilleton à venir. Merci, Alphonse Moïse. Vous êtes analyste politique. Merci également, Dr Paul-Marie Rissou, théoricien de la gouvernance d'État. Merci, Francis Lojatade. Au plaisir de nous retrouver très prochainement, probablement lundi prochain par ici, sur le même plateau et sur la même rubrique. C'est le forum de discussion, le débat matinal. Juste après vous, messieurs, on va parler sport avec Blaise Adanko. Ce sera sans transition qu'on va l'installer avec lui. Gros plan sur la fin de saison en ce qui concerne le championnat national de football. Coton FC a bien évidemment est rentré en possession, je vais dire, de ses attributs de champion.